2007. Nous sommes peu de temps après la sortie de Twilight Princess, et il se passe quelque chose d'important pour la saga Zelda. Après 20 ans de bons et loyaux services, Shigeru Miyamoto a décidé de céder son poste de producteur de la saga. Et il ne l'a pas filé à n'importe qui, puisque celui qui a hérité du poste, c'est Eiji Aonuma. Mais du coup, si Eiji Aonuma remplace Shigeru Miyamoto au poste de producteur, qui c'est qui va remplacer Eiji Aonuma au poste de Game Director? Eh bien cette personne, c'est... 1995. Cette année-là, un jeune homme du nom de Hidemaro Fujibayashi est embauché chez Capcom. 2 ans plus tard, en 1997, Capcom et Nintendo décident de collaborer pour créer des jeux avec les licences de Nintendo. De ce fait, Capcom fonde la compagnie Flagship, qui sera chargée de développer des jeux en collaboration avec Nintendo. Hidemaro Fujibayashi rejoint Flagship dès sa création et est nommé Game Director sur 3 jeux Zelda qui sortiront exclusivement sur la Game Boy Color. Finalement, il n'y a que 2 de ces 3 projets qui aboutiront, Oracle Season en 2001 et Oracle of Age en 2002. Par la suite, Fujibayashi eut la chance de travailler avec Shigeru Miyamoto, une expérience qui selon lui l'aura beaucoup enrichi. Après Oracle of Age, il a continué à travailler sur la saga Zelda en tant que Game Director sur Force World et The Minish Cap. D'ailleurs, c'est sur The Minish Cap qu'il rencontrera Eiji Aonuma. Très vite, les deux hommes s'entendent bien et Hidemaro Fujibayashi devient en quelque sorte le protégé d'Eiji Aonuma. En 2007, Nintendo cesse sa collaboration avec Capcom et décide de fermer le studio Flagship. Hidemaro Fujibayashi a saisi l'occasion pour partir de chez Capcom et rejoindre Nintendo. Et entre-temps, comme vous le savez, Eiji Aonuma est devenu le producteur attitré de la saga Zelda. C'est en ce début d'année 2007 que Fujibayashi a montré à Eiji Aonuma un document de planification pour le prochain Zelda sur Wii. Et il semblerait que ce document ait plu à Eiji Aonuma puisqu'il a décidé de nommer Fujibayashi au poste de Game Director. Et c'est ainsi qu'a commencé le développement de Skyward Sword. Comme vous vous en doutez, l'équipe qui s'est chargée de Skyward Sword est un peu différente de celle des précédents jeux. Premièrement, on retrouve Eiji Aonuma au poste de producteur et Hidemaro Fujibayashi au poste de Game Director. Pour ce qui est de la musique, elle fut composée par Koji Kondo, qui livre ici ses dernières compositions pour la série, Hajime Wakai, qui est toujours présent. Ces derniers furent accompagnés par Mahito Yokota, qui avait fait la musique des Mario Galaxy, et Shio Fuji, qui avait fait la musique d'Animal Crossing City Folk et New Super Mario Bros. Sur Wii. Pendant la première année du développement, l'équipe a beaucoup expérimenté avec le motion gaming de la Wii. A la base, cette étape aurait dû durer 6 mois, mais l'équipe n'arrivait pas à trouver quelque chose qui leur convenait. Le défi était de reprendre le système de combat de la version Wii de Twilight Princess et de l'améliorer en le rendant plus fluide et plus réaliste. Notamment avec le Wii Motion Plus, qui était un accessoire de la Wii, qui permettait d'ajouter plus de mouvements complexes à la manette de base. Mais le truc, c'est que le Wii Motion Plus rendait la manette bien plus sensible, et de ce fait, il était bien plus difficile de créer le système de combat. Néanmoins, après 1 an et demi de galère, ils ont réussi à créer un système de combat qui leur convenait, et ils ont décidé de baser tout le jeu autour de celui-ci. Quand le développement de Skyward Sword a commencé en 2007, le marché des jeux vidéo japonais n'allait pas très bien. Twilight Princess avait certes battu les records de vente de la série, mais le jeu s'était surtout vendu aux États-Unis et en Occident, tandis qu'au Japon, les ventes étaient faibles. Alors que la Wii avait popularisé des jeux simples comme Wii Sport au Japon, Nintendo a estimé que le marché japonais était intimidé par des jeux plus complexes, en particulier ceux qui impliquaient l'exploration et des environnements en 3D. Et le truc, c'est que c'est justement cette peur qui a en partie dicté la construction du monde de Skyward Sword. Contrairement à Ocarina of Time et Twilight Princess qui avaient un grand monde avec plusieurs zones reliées entre elles, l'équipe de Skyward Sword voulait créer un jeu plus compact, avec moins d'exploration, des zones moins grandes et pas connectées entre elles. Cela a eu pour conséquence que l'équipe n'a pas créé de monde explorable pour le jeu. Dans une interview d'Iwata demande, entre Eiji Aonuma et le défunt président de Nintendo, Satoru Iwata, Eiji Aonuma a expliqué la décision de l'équipe. D'habitude, les jeux The Legend of Zelda que nous créions se déroulaient sur la terre ferme. Les différentes zones étaient reliées entre elles. Cette fois-ci, nous avons créé tellement d'éléments de jeu pour la zone de la forêt, du volcan et du désert, qu'il nous fallait créer des routes pour passer d'une zone à l'autre. Et à chaque fois, c'était très difficile de trouver comment gérer cela. Les routes sont particulièrement importantes dans un jeu comme The Legend of Zelda. En effet, mais la première chose que nous nous sommes dit, c'est que nous n'aurons peut-être pas besoin de route cette fois-ci. Que voulez-vous dire ? Eh bien, Fujibayashi-san et moi avons discuté longuement du fait que si le gameplay était riche dans chaque zone, nous ne serions pas obligés de les relier physiquement. Et ensuite nous nous sommes posé la question, comment faire ça ? Et à quoi avez-vous pensé ? Au choix des stages dans les jeux Mario. Au choix des stages ? Dans les jeux Mario, il y a un écran pour choisir le stage où vous voulez aller, et y accéder directement. Étant donné que la sélection de stages dans un jeu Mario est un processus simple, Nintendo a décidé d'appliquer le même design en espérant que ça aurait des résultats similaires. Mais comme on verra plus tard, cela n'a pas eu l'effet escompté. Au final, le résultat ressemble à une sorte de système parachutisme dans lequel Link accède aux zones depuis les airs. Dans Twilight Princess, Aonuma et son équipe avaient déjà essayé de brouiller la frontière entre les donjons et le monde extérieur. Pour Skyward Sword, ils ont décidé d'aller encore plus loin.
Ils ont conçu chaque zone de manière à ce qu'elle ressemble à un donjon en soi, éliminant complètement l'idée d'un monde supérieur pour empêcher les joueurs de se perdre et économiser du temps de développement. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit jusqu'ici, mais l'équipe des Aonuma et Fujibayashi furent aidés par Monolith Soft, les développeurs des Xenoblade Chronicles. Ces derniers ont aidé à la conception de l'interface, ils ont conceptualisé des sous-événements, ainsi que plein d'autres petits trucs à droite à gauche. Si au premier abord cette aide peut paraître étonnante, en vérité ce n'est pas le cas quand on sait que Nintendo est devenu leur actionnaire majoritaire en 2007. Et d'ailleurs c'est loin d'être la dernière fois que Monolith Soft aidera Nintendo. Au fur et à mesure que le développement progressait, Eiji Onuma, Fujibayashi et leur équipe ont conçu Skyward Sword de telle sorte à ce que chacune des 3 zones principales du jeu impliquerait une sorte de gimmick. Par exemple, pour le désert, l'équipe a créé un système permettant de voyager dans le temps en temps réel, inspiré par le contraste entre le passé et le présent dans Ocarina of Time, expérimentant une fois de plus l'introduction d'aspects technologiques avancés dans un jeu Zelda. Mais l'une des décisions les plus importantes du développement de Skyward Sword, c'est d'en avoir fait la première histoire chronologique de la saga, et par conséquent, d'officialiser la timeline de la saga Zelda. Mais alors, d'où vient cette idée? Eh bien, cette idée est venue quand ils développaient le système de combat, en grande partie basé sur l'épée. Le thème du jeu était l'épée, qui fait appel à l'accessoire Wii Motion Plus. Lorsqu'on parle d'épée dans The Legend of Zelda, vous pensez bien sûr à la Master Sword. Assez rapidement, nous avons décidé d'aborder l'origine de l'épée. À l'époque, nous avions commencé à discuter du fait que ce jeu constituerait le premier épisode chronologique de la série, et nous nous sommes demandé si nous ne devions pas évoquer la naissance du royaume d'Hyrule. Et justement, tout ça a conduit à la création du personnage de Faye. Faye, outre être le personnage qui accompagne Link lors de cette aventure, c'est aussi l'esprit de la Master Sword, et de ce fait, son design fut inspiré de celui de l'épée. Comme l'épée de légende, elle est de couleur violette et bleu délavé, par rapport aux manches et à la lame de l'épée. 2010. C'est le 15 juin de cette année-là que Skyward Sword fut présenté pour la première fois à l'E3, avec un petit trailer et un gameplay présenté par Shigeru Miyamoto en personne. Et... je pense que des images valent mieux que des mots. The sword. So if you just shake your right hand, the sword will come out, and you can swing at any angle. こうですね。それから Z を押せば前を向きます。 And if you press the Z button, you'll target in front of you. さあこれで剣の動きを見てください。横に、横に。 And you can see the sword following my movements one to one. You can swing top to bottom, up and down. じゃあちょっとキノコを切ってみましょうか。 Let's take a look at these mushrooms here. Comme vous avez pu le voir, le système de combat qu'a présenté Nintendo était très imprécis. Le jeu ne répondait pas correctement aux mouvements de Miyamoto, et cette présentation quelque peu chaotique de Skyward Sword a inquiété beaucoup de fans. Néanmoins, Nintendo ne s'est pas découragé et en 2011, ils lancent l'une de leurs plus grandes campagnes marketing pour accompagner la sortie de Skyward Sword et fêter les 25 ans de la saga. Sans transition, c'est après 4 ans de développement que The Legend of Zelda Skyward Sword est sorti le 18 novembre 2011 en Europe, le 20 novembre aux États-Unis et le 23 novembre au Japon. Et ce fut la douche froide. Du côté de la presse, le jeu fut bien accueilli comme d'habitude avec les jeux de la saga. Mais pour les joueurs et les ventes, ça a été une déception. Commercialement, Skyward Sword s'est vendu à plus de 3,6 millions d'exemplaires, ce qui en fait le Zelda 3D le moins bien vendu derrière Majora's Mask. Comment on en est arrivé là? Eh bien, pour le coup, c'est assez simple à expliquer. Parmi les arguments que j'ai souvent vu revenir pour expliquer l'échec commercial de Skyward Sword, il y a le fait qu'il serait sorti en fin de vie de la Wii. Mais, personnellement, j'y crois pas. J'y crois pas parce que, quand bien même Skyward Sword est sorti en fin de vie de la Wii, on parle quand même d'une console qui s'est vendue à plus de 101 millions d'exemplaires. Ça n'a pas été un échec. Et comme je l'ai dit, Skyward Sword a eu l'une des plus grandes campagnes marketing de l'histoire de Nintendo. Et la dernière chose qui fait que j'y crois pas, c'est sa remasterisation sur Switch. En 2021, pour fêter les 35 ans de la licence, Nintendo a ressorti Skyward Sword sur la Switch dans une version HD, et le jeu s'est vendu au même nombre d'exemplaires. Et pourtant, en 2021, tout le monde était d'accord pour dire que la Switch n'était pas du tout en fin de vie. Pour moi, c'est sûr, c'est pas une fin de génération. Mais alors pourquoi il n'a pas marché? Un peu plus tôt, je disais que les joueurs ont été déçus par Skyward Sword, et il y a peut-être une réponse parmi leurs reproches. Parmi les reproches qui revenaient régulièrement, il y avait sa linéarité, ses tutoriels, ses explications abusives, et aussi et surtout l'absence d'un monde extérieur reliant les zones entre elles. En fait, les choix qu'avait fait Skyward Sword ont grandement divisé les fans. Et de ce fait, ça fait que les joueurs vétérans de la série ne se reconnaissaient pas dans Skyward Sword, et visiblement les nouveaux venus n'étaient pas non plus intéressés par sa proposition. Alors oui, bien sûr, il y a aussi des gens qui ont adhéré à la proposition de Skyward Sword, et comme tous les Zelda, il possède sa communauté de fans dévoués. Mais contrairement à The Wind Waker qui fut détesté à sa sortie puis reconsidéré avec les années jusqu'à devenir un des Zelda les plus appréciés, Skyward Sword c'est l'un des rares Zelda aux côtés de Majora's Mask où même des années après leur sortie,
le consensus critique est impossible. Mais alors, qu'est-ce qui divise tant dans Skyward Sword? Skyward Sword raconte l'histoire de Link, un jeune homme qui vit à Célesbourg, un village qui flotte dans les airs. Un jour, ce dernier va voir Zelda, son amie d'enfance, et celle-ci l'encourage pour sa participation à la Chevauchée Céleste, une course qui a lieu dans le village. Mais au moment où il s'y rend, il apprend que le personnage le plus moche du jeu lui a caché son oiseau, et il ne peut pas y participer. On retrouve l'oiseau, on gagne la course, Zelda nous rejoint dans les airs pour fêter la victoire, et c'est quand on commence à se dire que ça commence à ramer du cul qu'une énorme tornade arrive et emporte Zelda avec elle. On part à sa recherche, et sur le chemin, on fait la rencontre de Ghirahim, un homme étrange qui cherche aussi Zelda car elle peut l'aider à ressusciter son maître, l'avatar du néant, qui cherche à conquérir le royaume d'Hyrule. L'objectif de Link est clair, retrouver Zelda avant Ghirahim pour empêcher la renaissance de l'avatar du néant et ainsi sauver Hyrule. Et dans sa quête, il sera accompagné de Faye, l'esprit de la Master Sword. Bon déjà la première chose que vous aurez remarqué, c'est que Skyward Sword aborde à nouveau le cel shading, mais avec une direction artistique différente, à mi-chemin entre l'aspect cartoon de The Wind Waker et le réalisme de Twilight Princess. Et spoiler, c'est à partir de Skyward Sword que la saga a continué d'aborder le cel shading, et ce jusqu'à aujourd'hui. Mais autant je suis content de revoir un Zelda en cel shading, mais en revanche, je n'accroche pas à la direction artistique globale. En fait, mon gros problème n'est pas tant les environnements que les personnages. Autant il y en a qui ont des très bons designs, comme Ghirahim, Zelda ou Impa, mais il y en a aussi beaucoup d'autres que je trouve vraiment moches. La seconde chose que tout le monde aura remarqué avec Skyward Sword, c'est son gameplay. Le gameplay de Link est très différent de ceux des précédents jeux. Déjà, première nouveauté, Link possède une jauge d'endurance. Cette jauge d'endurance se consomme quand vous courez, quand vous escaladez ou quand vous faites des mouvements complexes en combat. Cette jauge d'endurance se régénère toute seule quand vous marchez ou quand vous mangez un fruit vert qui se trouve de temps en temps au sol. Mais la plus grande différence avec le gameplay de Link, c'est bel et bien le système de combat. Comme vous le savez, Skyward Sword a basé l'entièreté de son système de combat sur le motion gaming. Et l'épée de Link est représentée dans la réalité par la Wiimote. Ce qui fait que, quand vous voulez frapper avec votre épée, vous devez tenir la Wiimote dans votre main droite et vous devez effectuer des mouvements avec. Par exemple, si vous voulez mettre un coup vertical, vous faites ça. Si vous voulez mettre un coup horizontal, vous faites ça. Ou si vous voulez mettre un coup en diagonale, vous faites ça. Bon, je vais pas faire tous les mouvements possibles, mais en gros, voilà la théorie. Maintenant, ça donne quoi en pratique? Eh bien, quand vous êtes en combat, vous devez frapper dans les ouvertures de votre adversaire. Par exemple, quand un ennemi tient son arme à gauche, vous ne pouvez pas le toucher à gauche. Mais dans les autres directions, vous le pouvez, mais attention, l'ennemi s'adapte en conséquence. Voilà, ça c'est le système de combat de Skyward Sword, et vous devrez le pratiquer pendant 30 heures de jeu. Et je suis pas fan du système de combat. Non pas qu'il ne marche pas, mais j'ai jamais été spécialement fan du motion gaming. Et autant ce système de combat marche sur des petites sessions de jeu, mais si comme moi vous faites plutôt des longues sessions, ce système devient épuisant. Mais il y a une autre chose que vous devez savoir. Sur la version HD du jeu, qui est celle que vous voyez à l'écran, il existe une option pour désactiver le motion gaming et les mouvements de l'épée se font avec le stick droit de la manette Switch. Personnellement, je trouve ce système mieux si comme moi vous n'êtes pas fan du motion gaming ou si vous avez un handicap qui fait que vous ne devriez pas faire de mouvements complexes avec votre bras. Cependant, ça veut pas dire que j'accroche plus que ça au système de combat, mais là encore ce n'est pas parce que c'est mal fait, c'est juste personnel. Mais il n'y a pas que le système de combat qui est différent et dont je ne suis pas fan. Il y a aussi la structure du jeu. Skyward Sword est un Zelda particulièrement plus linéaire que ses prédécesseurs. Contrairement aux anciens jeux qui se déroulent dans des grandes zones plus ou moins ouvertes, l'aventure de Skyward Sword se déroule de façon linéaire uniquement dans 3 petites zones, non connectées entre elles, dont on accède uniquement depuis les airs. Et alors, personnellement, je n'ai rien contre les jeux linéaires, c'est un type de jeu que j'aime bien d'habitude, mais dans le cas de Zelda, je dois avouer que je ne comprends pas pourquoi avoir instauré une telle linéarité pour cet opus. Comme beaucoup, je ne comprends pas pourquoi ne pas avoir connecté les zones entre elles, sachant qu'il n'y a rien qui justifie leur découpage. De plus, la manière d'accéder aux zones est assez pénible. Quand vous voulez aller dans une zone, vous devez vous y rendre depuis les airs à dos de grands oiseaux, ce qui fait que quand vous voulez changer de zone, vous devez revenir dans le ciel, chevaucher votre oiseau jusqu'à la zone qui est inutilement éloignée, puis vous jeter depuis les airs dans celle-ci. Et là, vous atterrissez enfin dans la zone. Et je trouve que ça prend trop de temps pour rien alors qu'on veut juste changer de zone. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, à quoi ressemblent ces zones? Eh bien, la première zone du jeu est une forêt, la deuxième un volcan et la troisième un désert. Et les trois ont été designés de la même manière qu'on les parcourt de façon précise. Parmi les trois, je pense que celle que j'ai le plus aimée, c'est celle du désert. Car outre être plus grande que les deux autres, c'est celle qui possède la meilleure direction artistique ainsi que de bons donjons. Mais outre leur apparence, leur linéarité et leur découpage, ce qui me dérange beaucoup avec la structure de Skyward Sword, c'est que je la trouve très répétitive. En fait, pour que vous compreniez bien ce que je veux dire par là, laissez-moi vous expliquer comment se déroule l'aventure. Quand l'aventure commence, vous visitez une première fois les 3 zones pour essayer de trouver Zelda, puis vous les reparcourez une seconde fois pour trouver 3 flammes qui amélioreront votre épée, puis vous les reparcourez une troisième fois pour trouver 3 dragons qui vous apprendront une musique capable de débloquer le dernier donjon du jeu, où se trouve la Triforce, et c'est trop. On passe trop de temps dans ces zones, et le fait qu'elles se renouvellent peu, et que les petites parties des zones qu'on découvre se ressemblent visuellement, accentue ce sentiment de répétition, et ce malgré des donjons avec des bonnes idées.
Et justement, parlons des donjons. Dans Skyward Sword, il y a 7 donjons. Le premier donjon, c'est le Temple de la Contemplation. Le Temple de la Contemplation est un donjon assez court qui se parcourt quasiment en ligne droite. Il y a des énigmes sympathiques, mais rien de transcendant non plus, ça reste néanmoins un bon premier donjon pour commencer. Le deuxième donjon, c'est le Temple de la Terre. Le Temple de la Terre est un donjon en majeure partie composé de lave, et le but consiste à le parcourir en contournant ou en essayant de trouver un moyen de passer la lave. C'est aussi un donjon simple avec des énigmes sympathiques, mais rien de transcendant non plus. Le troisième donjon, c'est la raffinerie de l'Anel. La raffinerie de l'Anel est, comme son nom l'indique, une vieille raffinerie sableuse et en piteux état. Cependant, dans celle-ci se trouvent des cristals spéciaux, car quand vous les touchez, ces derniers vous permettent de ramener une petite partie de la pièce à l'époque où elle était opérationnelle. Le but consiste à avancer dans le donjon en jonglant entre le présent et le passé pour progresser d'une salle à l'autre. La raffinerie de l'Anel est un très bon donjon avec de très bonnes mécaniques. Le quatrième donjon, c'est la Grande Caverne Antique. La Grande Caverne Antique est un donjon construit sur le principe de dualité entre le yin et le yang. Dans la salle principale se trouve une grande statue rappelant le Bouddha. Entourée d'un cours d'eau parsemé de nénuphars, la partie supérieure du donjon est lumineuse et possède une atmosphère divine, tandis que la partie inférieure, en dessous de la statue, est sombre, sale et remplie de morts vivants. Ce qui nous sépare des deux étages est un fil à monter et à descendre. L'anecdote est connue, mais ce fil est une référence à Kumo no Ito, un conte écrit par Ryunosuke Akutagawa, dans lequel le Bouddha a pitié d'un bandit en enfer et décide de le faire monter au paradis à l'aide d'un fil d'araignée. La Grande Caverne Antique est mon donjon préféré du jeu, pour sa direction artistique, ses idées / énigmes originales. Le cinquième donjon, c'est le Galion des Sables. Le Galion des Sables est un vieux bateau délabré et poussiéreux, se trouvant littéralement dans une mer de sable. Comme la raffinerie L'Anel, le Galion des Sables possède un cristal tout en haut de son mât qui permet de ramener le navire à l'époque où il était opérationnel. Et le but est de progresser dans celui-ci en alternant entre deux temporalités, celle où le bateau est en pleine forme et celle où il est à la fin de sa vie. Le Galion des Sables est un donjon que j'ai beaucoup aimé et que je trouve très original vis-à-vis de la série. Contrairement à la raffinerie L'Anel, sa mécanique de temporalité ne surprend pas, mais ça reste efficace. Le sixième donjon, c'est le Grand Sanctuaire Ancien. Le Sanctuaire Ancien est un donjon similaire au Temple de la Terre, mais en plus grand avec des énigmes un peu mieux. Dans l'ensemble, je trouve que c'est un donjon oubliable et je n'ai rien à dire sur ce dernier. Et le septième et dernier donjon, c'est la Tour des Cieux. La Tour des Cieux est un peu particulier car c'est le seul donjon qui ne se trouve pas dans les 3 zones du jeu. Et ce dernier a une mécanique très complexe. Le but consiste à déplacer les pièces du donjon en fonction d'où vous êtes afin de vous frayer un chemin jusqu'aux 3 morceaux de la Triforce. La complexité de ce donjon réside dans le fait que vous devez avoir une bonne compréhension de l'espace dans lequel vous êtes et savoir le manipuler pour vous frayer un chemin. La Tour des Cieux est le donjon le plus complexe du jeu et c'est un de ceux que j'ai le plus aimé. Voilà pour ce qui est des donjons. Globalement, j'ai bien aimé les donjons de Skyward Sword. Ils possèdent de bonnes mécaniques, de bonnes idées et une direction artistique sympathique. Cependant, leur gros défaut, c'est que tout comme à la zone à laquelle ils appartiennent, ils ont de la peine à se renouveler visuellement et mécaniquement. Ça ne les rend pas mauvais, mais il y a toujours ce sentiment de répétition qui domine. Avant de conclure sur Skyward Sword, j'aimerais un peu aborder son histoire. Non pas pour parler de ses qualités ou ses défauts en eux-mêmes, mais plutôt de la manière dont on nous l'a vendu. Comme je l'avais dit plus tôt, Skyward Sword est censé être la première histoire chronologique de la saga Zelda. Mais dans les faits, Skyward Sword est raconté de la même manière que les autres Zelda, sans tenir compte des jeux précédents, ni de ceux à venir. Et d'ailleurs, l'histoire ne raconte pas grand chose sur la création de la mythologie Zelda. À vrai dire, on sort de Skyward Sword avec plus de questions que de réponses sur la série. Et alors dit comme ça, on peut penser que c'est un défaut, mais au contraire, je suis content que Skyward Sword n'explique pas tout et qu'il ne serve pas juste la timeline. Et justement, je me retiens depuis tout à l'heure de dire ce que je pense de cette timeline, eh bien je trouve que c'est de la merde. Alors je sais que je vais énerver beaucoup de fans, mais je suis désolé, je déteste la timeline de la saga Zelda. Bon, déjà il faut que vous sachiez que de base, j'aime pas trop l'idée de connecter à peu près tout et n'importe quoi, car je trouve que souvent, ça brille la créativité. Non pas que ça peut pas donner de bonnes choses, mais j'y suis pas très réceptif. Mais au-delà de mon avis sur le fait de connecter à peu près tout et n'importe quoi, je trouve que la timeline de la saga Zelda n'a aucun sens. Aucun jeu Zelda avant Skyward Sword n'a été pensé pour répondre à une quelconque chronologie, et même ceux qui l'ont suivi ne semblent pas plus y répondre. Voilà, maintenant que je me suis mis beaucoup de fans à dos, il est temps de conclure sur Skyward Sword, et justement, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Personnellement, quand j'avais joué à Skyward Sword la première fois il y a quelques années, je me souviens que j'avais pas du tout aimé le jeu. Mais aujourd'hui, après l'avoir refait, c'est un Zelda avec lequel j'ai beaucoup moins d'animosité. Je n'ai pas accroché à ce dernier, mais c'est loin d'être un jeu nul. C'est plutôt un jeu que je considère comme étant moyen, et moins marquant que tous les autres Zelda 3D. Skyward Sword, c'est un jeu qui a fait beaucoup de choix. Beaucoup de choix qui ont divisé, mais on peut lui reconnaître qu'il a tenté des choses. Et malgré le fait que je ne l'aime pas, je pense que sans lui, la saga n'aurait pas évolué. Ou du moins, pas dans le sens qu'on connaît.
2012. Nintendo s'apprête à sortir sa nouvelle console, la Wii U. Et comme vous le savez, ça a été un terrible échec. Commercialement, la Wii U s'est vendue à plus de 13,5 millions d'exemplaires et sa production fut stoppée en 2017 pour être directement remplacée par la Switch. Mais outre être devenu le plus grand échec de Nintendo sur le marché des consoles de salon, la Wii U a aussi foutu Nintendo dans une sacrée merde financière. Étant donné que la Wii U et les jeux qui sortaient dessus se vendaient extrêmement peu, c'est majoritairement grâce à la 3DS que Nintendo a survécu, et encore, il a fallu qu'ils descendent le prix pour qu'elle se vende mieux. Mais ça, Nintendo, en novembre 2012, ils ne le savent pas encore. En revanche, ce qu'ils savent, c'est que Skyward Sword a fêté ses 1 an et que celui-ci avait globalement déçu. Les critiques qu'avait reçues Skyward Sword avaient grandement impacté les équipes chez Nintendo, mais c'est aussi grâce à elles que Hidemaru Fujibayashi et Eiji Onuma ont décidé de totalement repenser les conventions de la saga Zelda. Seulement, il n'était plus question de modifier ou de varier la formule de Ocarina of Time, il fallait en créer une nouvelle. C'est en 2013 que le développement du prochain Zelda, à la base pensé pour la Wii U, a commencé. Pour ce qui est de l'équipe qui s'est chargée de ce Zelda, on peut y retrouver Eiji Onuma et Hidemaru Fujibayashi au poste de producteur et de game director. Pour ce qui est du scénario, on peut y trouver Akihito Toda, qui avait travaillé auparavant sur Mover 2 ainsi que sur plusieurs jeux Pokémon. Et à la musique, on peut trouver Manaka Kataoka, qui avait fait la musique de Spirit Tracks, et Yasuaki Iwata, qui avait fait la musique de Mario Kart 8, ainsi que Hajime Wakai. Le développement du prochain Zelda a commencé avec 2 objectifs. Le premier, repenser les conventions de la saga, et le deuxième, créer un monde ouvert. Ce deuxième point découle directement de la principale critique qui avait été faite à Skyward Sword, sa linéarité. Dans un premier temps, ils ont commencé par réimaginer le design de Link, et pour le coup, on a eu le droit à tout. Parmi les différents designs, il y en a un où Link ressemblait à un chevalier du Moyen-Âge, un où il était plus vieux avec des cheveux longs, un autre où il était en tenue d'astronaute, un autre où il était en tenue de biker, et un où il était possédé et où il pouvait changer son bras droit en une arme, ce qui aurait fait la mécanique principale du jeu. Finalement, aucun de ces concepts ne fut gardé, et le design final est plus proche de ceux des anciens jeux, à la différence que sa tunique est bleue et qu'il n'a plus son petit chapeau vert. Pendant que les artistes réfléchissaient au nouveau design de Link, le directeur artistique, Satoru Takizawa et son équipe, expérimentaient différents styles artistiques pour le jeu. Ils ont commencé par effectuer des tests avec des paysages urbains éclairés de manière réaliste, puis ils ont importé le modèle de Link de The Wind Waker, Twilight Princess et Skyward Sword pour voir comment cela rendait dans ce nouvel environnement. Parmi les trois, c'était le cel shading de The Wind Waker qui s'est démarqué le plus, et ils ont décidé de le reprendre. Toutefois, l'équipe avait compris que les visuels caricaturaux de The Wind Waker divisaient et étaient trop enfantins pour le genre de jeu qu'ils voulaient créer. Voulant trouver un équilibre entre l'aspect cartoon de The Wind Waker et les jeux plus réalistes comme Twilight Princess, ils ont opté pour un compromis qui mélange le cel shading des personnages et les items dans un monde aux proportions réalistes. Comme je l'avais dit, l'un des objectifs principaux était que cette nouvelle aventure se passe dans un monde ouvert. Fujibayashi et son équipe voulaient créer un monde actif dans lequel le joueur aurait un grand nombre de mécaniques et serait encouragé à constamment expérimenter pour pouvoir progresser. Pour transmettre l'idée générale du jeu, Fujibayashi et son équipe ont créé un prototype et l'ont montré à Eiji Onuma et Shigeru Miyamoto. Après que leur prototype ait été validé, ils ont commencé à se pencher sur la taille du monde et ses mécaniques. Ils en ont aussi profité pour jouer à différents jeux en monde ouvert pour s'en inspirer, comme par exemple Skyrim, Far Cry 3 et un peu plus tard dans le développement, The Witcher 3. Et alors, l'équipe ne l'a jamais officiellement dit, mais je pense que Shadow of the Colossus est passé un moment ou un autre dans leurs mains, tellement son ombre se fait ressentir sur le jeu. Pour ce qui est des mécaniques, ils ont fait quelque chose d'un peu spécial. En fait, les équipes chez Nintendo ont créé un petit prototype de jeu Zelda en 2D avec des graphismes en pixel art, dans lequel ils testaient des mécaniques liées à la physique. Mais ce prototype leur a aussi permis de tester un second système complémentaire au moteur physique, le Chemistry Engine. Un moteur dont le concept est assez simple, car de la même manière qu'un moteur physique gère les collisions et les mouvements d'un objet, le Chemistry Engine pourra quant à lui calculer et définir l'état de cet objet. Le moteur prendra donc en compte des matériaux comme la roche, l'acier ou de l'herbe, ainsi que des éléments comme le feu ou l'eau, et tous auront différents états possibles. Bien évidemment, la chimie a ici un sens plus symbolique, car elle n'est pas particulièrement réaliste et inclut des éléments comme le vent et l'électricité. Et enfin, pour adapter ces principes de physique en 3D, ils ont utilisé une version personnalisée d'Avoc, et sont passés par de longues phases d'ajustement et de tricherie avec la réalité pour aboutir à un résultat satisfaisant. Pour ce qui est de la taille du monde, Fujibayashi et ses équipes l'ont basé sur celle de la ville de Tokyo, qui fait en tout plus de 2145 km². Ils ont comparé le temps réel de certains trajets entre deux endroits et les ont transposés dans le jeu avec quelques ajustements. Pour mener à bien ce projet, Nintendo a une fois de plus demandé de l'aide à Monolith Soft, qui entre-temps ont fait Xenoblade Chronicle X, qui leur a permis d'acquérir de l'expérience avec les mondes ouverts. Et ces derniers aideront justement à la création du monde. Le monde d'Hyrule fut construit autour de triangles. Tout le level design de ce dernier tient sur cette forme géométrique, qui est employée un peu partout à différentes échelles.
Le premier intérêt qu'il y a à utiliser cette forme géométrique, c'est qu'elle obstrue le champ de vision du joueur et nous invite à découvrir ce qu'elle cache derrière elle. Le deuxième avantage de cette forme géométrique, c'est qu'elle induit naturellement un choix à faire. Soit on peut la contourner, ou on peut l'escalader. Et en fonction de ce choix, forcément, on ne sera pas amené à découvrir les mêmes choses. Après l'avoir testé de leur côté, Nintendo of America a qualifié ce nouveau Zelda d'aventure en plein air. Et c'est ainsi que l'équipe décida de le nommer The Legend of Zelda Breath of the Wild. 2015. Après avoir été annoncé en 2013 puis avoir montré du gameplay en 2014, c'est en 2015 que Breath of the Wild aurait dû sortir. Mais finalement non. Le jeu a été repoussé à l'année 2016 et officiellement c'était parce que l'équipe avait de nouvelles idées et voulait peaufiner le jeu. Mais officieusement c'était pour porter le jeu sur la prochaine console de Nintendo qui comme par hasard avait été annoncée 10 jours plus tôt. Et rebolote en 2016, le jeu est décalé pour mars 2017 qui comme par hasard est aussi le mois de la sortie de la prochaine console de Nintendo, la Switch. Et justement, c'est après 5 ans de développement que The Legend of Zelda Breath of the Wild est sorti le 3 mars 2017, en simultané sur la Wii U et la Switch, dans le monde entier. Et vous le savez, pas besoin de faire dual suspense, tel Ocarina of Time 19 ans avant lui, Breath of the Wild a eu l'effet d'une bombe. Ça a été un immense succès critique auprès des joueurs et de la presse, et commercialement, le jeu a battu tous les records. Commercialement, Breath of the Wild s'est vendu à plus de 31,6 millions d'exemplaires, dont 30 millions sur la Switch. D'ailleurs, la Switch aussi a eu un immense succès, et c'est aujourd'hui la troisième console la plus vendue de tous les temps, avec plus de 129,5 millions d'exemplaires. Alors oui, bien sûr, il y a des gens qui n'ont pas adhéré à la proposition Breath of the Wild et qui ont préféré la formule des anciens jeux. Mais globalement, la majorité des gens ont adhéré à la proposition de Breath of the Wild, et, qu'on l'aime ou non, Breath of the Wild est un jeu important. Mais pas uniquement parce qu'il s'est mieux vendu que ses aînés. Breath of the Wild c'est un jeu important car il a réussi à changer les codes de sa saga, il a révolutionné le genre du jeu d'action-aventure en créant une nouvelle manière de faire des open world, et c'est en grande partie pour ces raisons qu'il est souvent considéré comme étant l'un des jeux les plus importants de la précédente décennie. Et même si je sais que vous avez déjà sûrement vu des tonnes de vidéos qui expliquent en quoi ce jeu est incroyable, ce n'est pas pour autant que je vais pas le faire non plus. Breath of the Wild raconte l'histoire de Link, un jeune homme qui semble se réveiller d'un long sommeil et qui semble se souvenir de pas grand chose. Après avoir récupéré une tablette chelou, Link sort de la grotte dans laquelle il dormait et voit un magnifique paysage. Un peu plus tard, Link fait la rencontre d'un SDF qui accepte de lui donner une paravoile s'il fait les tutos pour apprendre les mécaniques des pouvoirs de la tablette. Link fait les tutos, et quand on revient voir le SDF, on apprend qu'en vérité c'était un fantôme, et pas n'importe quel fantôme puisqu'il s'agit de celui du roi d'Hyrule. Le roi d'Hyrule nous dit que sa fille, Zelda, a été enlevée par Ganon, un méchant vraiment très méchant, et que ces derniers se trouvent au château d'Hyrule, en plein milieu de la carte. Avant de partir, le vieux nous donne la paravoile, et à partir de là, vous faites ce que vous voulez. Et non, c'est pas une blague, vous faites vraiment ce que vous voulez. Vous voulez aller au château d'Effie Ganon ? Très bien, ce ne sera pas facile, mais vous le pouvez. Vous voulez aller faire la quête des créatures divines ? Vous le pouvez. Vous voulez savoir qu'est-ce qui est arrivé à Hyrule en allant chercher les souvenirs ? Vous le pouvez. Ou alors vous voulez plutôt vous balader à travers le monde qui vous est présenté de façon totalement libre ? Vous le pouvez aussi. La liberté, c'est le cœur et le sentiment principal qu'on ressent quand on joue à Breath of the Wild. Et ce sentiment, il se ressent sur quasiment tous les aspects du jeu, à commencer par le gameplay. Le gameplay de Link est particulièrement plus riche que dans les précédents jeux. Link peut toujours frapper en appuyant sur Y et courir en maintenant B, mais maintenant il peut aussi s'accroupir en appuyant une fois sur le stick droit, et contrairement aux anciens jeux, le saut n'est plus automatique. On saute en appuyant sur X et c'est aussi cette touche qui nous permet de planer avec la parabole. Quand vous visez avec un arc, la caméra ne passe plus à la première personne, elle se rapproche juste un peu de l'épaule de Link, et quand vous êtes dans les airs, le temps ralentit pour que vous visiez bien. Un autre petit changement, c'est quand vous êtes en combat et que vous faites une esquive parfaite. Le temps ralentit aussi, et vous pouvez appuyer plusieurs fois sur Y pendant un court laps de temps. D'ailleurs, les combats sont aussi différents. Ce qui rend les combats de Breath of the Wild si différents, c'est leurs multiples possibilités d'approche. Par exemple, voici 2 gobelins autour d'un feu. Vous pouvez les attaquer de manière classique en fonçant tête baissée et gagner, ou peut-être que votre arme se brisera en plein combat, ce qui vous forcera à improviser. Parce que oui, toutes les armes du jeu se brisent après avoir été trop utilisées. Ou alors, vous pouvez contourner discrètement les gobelins, monter sur cette petite structure de pierre, pousser le rocher dans la direction des tonneaux explosifs, ce qui les fera exploser. Ou alors, ils peuvent aussi accidentellement se suicider en vous envoyant un tonneau explosif. Toutes ces possibilités d'approche liées au combat et à l'environnement se retrouvent multipliées grâce au pouvoir de votre tablette. Vous en avez 4, et le premier vous permet de créer des bombes, le deuxième vous permet de contrôler le métal, le troisième vous permet de fixer des objets pendant un court laps de temps, et d'ailleurs vous pouvez bloquer un objet et frapper dessus, ce qui l'enverra plus ou moins loin quand il se débloquera. Et le dernier vous permet de créer des piliers de glace dans l'eau. Et comme si le gameplay n'était déjà pas assez riche en soi,
Il y a aussi un dernier élément qui fait toute la différence. Link peut maintenant grimper partout. Mais genre, vraiment partout. Chaque montagne, chaque bâtiment, chaque arbre, bref, Link peut grimper partout. Cependant, il y a deux éléments importants à prendre en compte. Le premier élément, c'est la jauge d'endurance. Quand vous grimpez, celle-ci se vide petit à petit, et vous devrez bien la gérer pour pouvoir grimper là où vous voulez. Et le deuxième élément, c'est la météo. Comme je l'ai dit, Link peut grimper partout. Mais quand il pleut, cela devient quasiment impossible, car Link n'arrête pas de glisser. Quand vous escaladez dans une zone où il fait extrêmement froid ou extrêmement chaud, vous perdez de la vie si vous ne vous adaptez pas. Pour contrer le froid ou la chaleur, vous pouvez acheter des tenues spécifiques ou préparer des remèdes et des plats, qui vous aideront à tenir plus longtemps. Pour cuisiner des plats, vous devrez être devant un feu avec un bol, aller dans votre inventaire pour sélectionner de la nourriture puis la mettre dans un bol, et attendre quelques secondes pour voir le résultat de votre préparation. Voilà grossièrement les bases du gameplay de Breath of the Wild. Et déjà rien que ça c'est énorme. Vous avez une liberté d'action et des milliers de possibilités d'appréhender le monde qui vous entoure, au point où ça en donne le vertige. Et ça permet aussi à chacun de vivre sa propre aventure comme il le souhaite. Et cette grande possibilité d'approche, on la retrouve aussi dans les donjons. Les donjons dans Breath of the Wild sont aussi très différents de ceux des anciens jeux. Déjà, ils se séparent en deux catégories. Premièrement, il y a les créatures divines, qui sont, entre gros guillemets, les donjons principales, et deuxièmement, il y a les sanctuaires. Commençons par les créatures divines. Les créatures divines sont d'immenses créatures technologiques ayant une forme d'animal. Il y en a 4, et parmi elles, il y a un oiseau, un lézard, un éléphant et un dromadaire. Vous pouvez les faire dans l'ordre que vous voulez, et on fait la même chose dans chacun d'eux. L'objectif de ces donjons est de monter à bord de la créature divine, et chercher 5 terminaux et les activer avec votre tablette. Et là encore, il n'y a pas toujours qu'un seul moyen pour arriver à un terminal. Parmi les points qui font débat à propos de Breath of the Wild, les donjons sont souvent cités en premier. Beaucoup les trouvent répétitifs, ils ont la même direction artistique, et seraient moins bons que ceux des anciens jeux. Personnellement, j'ai bien aimé les donjons de Breath of the Wild, mais je comprends qu'on ne puisse ne pas y adhérer. Il est vrai que les donjons de Breath of the Wild sont plus que secondaires, contrairement aux anciens jeux où ils étaient le cœur de l'aventure. Mais à défaut d'avoir une personnalité propre et des énigmes marquantes, les donjons de Breath of the Wild sont totalement en accord avec l'idée et la philosophie générale du jeu. Ça ne les rend pas moins bons que les anciens, ils sont juste différents et les deux se valent. Et comme je l'ai dit, il y a la deuxième catégorie de donjons, les sanctuaires. Les sanctuaires, ce sont des petits donjons éparpillés un peu partout sur la carte, et qui se font entre 5 et 15 minutes. Le but est de résoudre une ou plusieurs énigmes pour arriver au bout du sanctuaire et obtenir une petite perle. Quand vous avez 4 de ces perles, vous pouvez vous rendre à une statue de la déesse et demander un cœur en plus ou augmenter votre endurance. Pour accéder au sanctuaire, il faut repérer une structure avec une lumière orange et ouvrir la porte grâce à votre tablette. Il y en a en tout 120 dans le jeu, mais je vous rassure, vous n'êtes pas obligé de tous les faire. Personnellement, je n'en ai fait que 40. Et en vrai, il n'y a que les 4 premiers du plateau du prélude qui sont obligatoires. Personnellement, j'ai aussi bien aimé les sanctuaires. J'ai trouvé que c'était une manière originale de faire des donjons dans un monde ouvert, et en plus de nous faire réfléchir, ils ne servent pas à rien. Mais vous vous en doutez, il n'y a pas que le gameplay, la structure et les donjons qui sont différents. C'est aussi le cas pour l'histoire. Comme je l'ai dit, quand vous commencez le jeu, Link est amnésique. La seule chose que l'on sait, c'est que ce dernier a dormi pendant 100 ans, et que le royaume qu'il a connu autrefois a été détruit par Ganon et qu'il retient Zelda. Mais si vous voulez un peu plus de détails sur ce qui s'est passé, Zelda vous a laissé des photos dans votre tablette d'endroits sur la carte, et si vous vous y rendez, il y a un petit faisceau de lumière qui débloquera un souvenir à Link. Il y a 12 souvenirs à récupérer, mais sachez qu'il y a de fortes chances pour que vous les découvriez dans le désordre. Avec du recul, on peut voir l'histoire de Breath of the Wild comme un puzzle. Un puzzle qu'on aurait éclaté en plusieurs pièces, et où il faudrait retrouver les pièces puis les réassembler pour comprendre ce qu'il s'est passé. Et je trouve ce concept brillant. Mais je pense aussi qu'il marche uniquement avec Breath of the Wild, ou du moins un jeu ayant exactement les mêmes bases narratives et ludiques, car sinon je pense que ça ne marcherait pas. Cependant, là encore, les souvenirs sont optionnels. Vous pouvez très bien faire l'aventure sans eux, et de toute façon, l'histoire est relativement secondaire dans Breath of the Wild. Avant de conclure, j'aimerais un peu parler de l'aspect visuel du jeu. À titre personnel, j'ai bien aimé la direction artistique du jeu. Les personnages ont un très bon design, de même pour les différents endroits de la carte, que ça soit le désert Gerudo, les monts Ebra ou encore les grandes plaines d'Hyrule. Mais vous l'aurez remarqué, techniquement, c'est pas incroyable. Le framerate n'est pas toujours stable, et dans les zones avec beaucoup de personnages, d'ombre, de fumée et de lumière, c'est très désagréable. Le pire étant certainement dans les bois perdus avec l'arbre Mojo, où le jeu galère particulièrement pour je ne sais quelle raison. Alors je vous arrête tout de suite. Non, Breath of the Wild est loin d'être un jeu techniquement à la ramasse. Ces problèmes de framerate ne sont pas aussi présents, et il ne faudrait pas oublier que Nintendo a dû faire beaucoup de compromis pour que celui-ci tourne sur la Switch, qui en plus d'être une console hybride, n'est pas très puissante en soi. Bref, pour être franc avec vous, je pourrais encore parler de Breath of the Wild pendant encore très longtemps.
Et il y a quelques points que je n'ai pas parlé, mais étant donné que je n'ai pas envie que cette vidéo dure 10 ans, je vais plutôt conclure. Je pense que vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé Breath of the Wild. Au-delà d'être un très bon Zelda, Breath of the Wild est un excellent jeu vidéo. C'est même certainement l'un des plus importants de ces dernières années. Mais c'est pas un jeu important juste parce qu'il a changé les codes de sa saga avec brio. C'est un jeu important pour moi et pour beaucoup d'autres, car il a réussi à nous faire ressentir une liberté rarement éprouvée auparavant dans un jeu, ainsi qu'un pur plaisir ludique, où toutes les émotions passent par le gameplay. Breath of the Wild, c'est un jeu qui nous pousse à vivre notre aventure comme on l'entend. Et personnellement, la chose que j'ai le plus aimé dans mon aventure, c'est le simple fait de voyager, d'escalader, et de me balader dans son magnifique monde, au son du vent et de la nature. Bon, eh bien, où on en est actuellement? Que ce soit la saga Zelda ou Nintendo, les deux se portent très bien. Comme je l'ai dit, la Switch a été un immense succès. Et à quelques exceptions près, la plupart des jeux de la firme ont très bien marché. Et pour ce qui est de Zelda, on a eu le droit à un très beau remake de Link's Awakening en 2019, ainsi qu'un remaster HD de Skyward Sword sorti en 2021. Mais aussi et surtout, en 2019, Nintendo a annoncé la suite de Breath of the Wild, et c'est récemment, ce 12 mai 2023, qu'est sorti The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Comme Breath of the Wild, ça a été un immense succès critique et commercial. D'ailleurs, le jeu s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires en 3 jours, et il est actuellement à 18,5 millions de ventes, ce qui en fait le jeu Zelda le plus rapidement vendu de l'histoire, et il y a de très fortes chances pour qu'il dépasse Breath of the Wild. Si vous vous demandez si j'ai aimé Tears of the Kingdom ou pourquoi je ne lui ai pas dédié un chapitre, eh bien c'est parce que je trouve qu'on manque d'informations sur sa création. Mais à part ça, oui, j'ai beaucoup aimé Tears of the Kingdom. C'est pas un jeu parfait, mais j'ai pris autant de plaisir que sur Breath of the Wild. Actuellement, je pense que je manque un peu de recul sur celui-ci, mais je n'exclus pas d'en parler à l'avenir. Mais à part ça, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette très longue rétrospective/analyse sur la saga Zelda? Comme je l'ai dit dans l'introduction, The Legend of Zelda, c'est l'une des plus grandes et importantes sagas de l'histoire du jeu vidéo. C'est une saga qui a révolutionné son médium et s'est renouvelée à plusieurs reprises, tout en réussissant à créer une expérience marquante quasiment à chaque fois. Bien sûr, tous les jeux ne sont pas parfaits, mais ce qu'il y a de particulier avec la saga Zelda, c'est que c'est l'une des rares sagas à avoir su maintenir un degré de qualité plus qu'exemplaire, et ce en 37 ans d'existence. Les jeux Zelda, que ce soit en 2D ou en 3D, sont parmi les expériences les plus marquantes et respectées du médium. Même s'il a fallu plusieurs années pour qu'elle puisse réussir à changer et se renouveler, je pense que la série va actuellement dans la bonne direction, n'en déplaise à certains. Car oui, les changements qu'a provoqué Breath of the Wild n'ont pas forcément plu aux fans de la première heure. J'ai même lu et entendu à plusieurs reprises que Breath of the Wild est un bon jeu, mais un mauvais Zelda. Et alors, outre le fait que c'est une critique particulièrement merdique, retirer les conventions d'une licence dans un nouvel opus n'en fait pas un mauvais épisode. Les épisodes d'une série ne se jugent pas au respect des règles établies, mais au respect de la philosophie représentée dans la licence. Et pour ceux qui se demandent quelle est selon moi cette philosophie, eh bien... comment vous le dire? Quand j'ai commencé cette rétrospective/analyse, je vous avais dit que j'avais découvert la saga un peu tardivement. Avant de jouer pour la première fois à un jeu Zelda, je savais pas trop à quoi m'attendre. Je craignais que ça me plaise pas, ou que du moins ça ne transcende pas autant que je le pensais. Mais finalement, ça a été tout l'inverse. Quand j'ai joué pour la première fois à un jeu Zelda, je me suis pris une énorme claque et j'avais directement envie d'en faire un autre. À ma grande surprise, le deuxième jeu était très différent du premier auquel j'avais joué. Mais j'avais aussi adoré. Et au final, j'ai fini par voir la saga Zelda comme une légende. Une légende qui, avec le temps, a eu le droit à plusieurs versions. The Legend of Zelda, c'est une légende sur un enfant qui devient adulte, sur un homme qui apaise et guérit ce qui l'entoure, sur un aventurier qui navigue à travers les mers, sur un héros d'une grande prophétie, ou encore sur celle d'un voyageur en quête de liberté. The Legend of Zelda, c'est une légende qui vous fait vivre une aventure à travers l'exploration et la découverte, dont vous êtes le protagoniste. Et si vous n'avez pas encore découvert l'une des versions de cette légende, j'espère que vous trouverez celle qui vous conviendra. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, créez la vôtre.